Bienvenue à toutes et à tous. Comme toujours, je suis ravie de vous retrouver dans votre émission You Speak Up. L'émission conçue par les jeunes et pour les jeunes parce que les jeunes représentent l'avenir. Aujourd'hui, nous recevons un jeune qui pense au bien-être des personnes âgées. Avec lui, nous allons parler de gériatrie. La gériatrie, qu'est-ce que c'est? Si comme moi vous voulez le savoir, restez jusqu'à la fin. Bonsoir. Docteur Louis-Sylvain Perwende-Ouedraogo est notre invité du jour. Il est médecin, gérontologue et gériatre. Il porte plusieurs casquettes, mais aujourd'hui nous le recevons pour parler de la gériatrie et de la gérontologie. Docteur, bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue, nous sommes ravis de vous recevoir sur ce plateau. Merci, moi de même. Avant de chercher à en savoir davantage sur vous, j'aimerais savoir que fait un médecin gériatre gérontologue? Alors, un médecin gériatre gérontologue, c'est un médecin qui s'est spécialisé dans les soins de la personne âgée. Donc, il a eu une certaine formation qui lui permet de prendre en charge de manière globale tous les problèmes de santé des personnes âgées. Voilà. Il y aurait une différence entre la gériatrie et la gérontologie. Quelle est cette différence? Tout à fait. Alors, on voit déjà qu'il y a... ils ont la même racine qui est géronte, qui veut dire vieux en grec ou vieillard en grec. Le gériatre, c'est le médecin qui s'est spécialisé dans les soins médicaux des personnes âgées, tout comme on connaît les pédiatres qui soignent les enfants, on a le gériatre qui soigne les personnes âgées. Donc ça, c'est le volet purement médical. Maintenant, dans un sens un peu plus large, dans un sens un peu de santé publique, on entend plus parler de gérontologue. Et le gérontologue, c'est lui qui va étudier toutes les sciences qui ont un trait avec la personne âgée. Que ce soit de l'économie, de l'architecture, du droit, de la sociologie. Tant qu'on s'occupe de la personne âgée, on a ce titre-là de gérontologue. Voilà, donc c'est un peu ça la petite différence. Okay. La gériatrie n'est pas une branche de la médecine assez connue, en tout cas pour la plupart des personnes. À quel moment vous avez décidé de vous spécialiser en gériatrie et pourquoi? Alors, comme tous les spécialistes, tous les médecins du Burkina, on doit faire d'abord 8 années pour être médecin généraliste. Ce n'est qu'à la fin de cette formation qu'on choisit sa spécialité. Et quand moi j'ai terminé ma formation en 2012, il se posait la question de quelle spécialité il fallait choisir, etc. Donc il y avait plein de spécialités qu'on avait déjà sur place au Burkina, notamment la médecine interne, qui est une spécialité qui est un peu comme celle de Dr House. Je ne sais pas si les gens voient un peu mieux lorsqu'on dit Dr House. C'est une spécialité où on fouille beaucoup, on fait des diagnostics très pointus. Et moi, c'est quelque chose que j'aimais. Donc c'est ce que je voulais faire au début. Mais on m'a parlé de la gériatrie parce que ce n'était pas connu au Burkina et même dans l'Afrique de l'Ouest, en 2012, il n'y avait même pas de formation pour ça. Donc on m'en a parlé qu'il y a une nouvelle offre de spécialité qui devait s'ouvrir en Côte d'Ivoire. Si j'étais intéressé, ils avaient besoin d'une première promotion. Donc c'est en fouillant, j'ai vu que ça ressemblait à la fois à la médecine interne, mais c'était nouveau parce que c'était uniquement pour les personnes âgées. Donc c'est ça qui m'a donné un peu envie de me jeter à l'eau pour connaître cette spécialité-là. D'accord. Et comment cela s'est fait? J'ai vu que vous êtes passé d'abord par une spécialisation en nutrition des sujets âgés. Comment cela s'est fait? Alors en fait, la gériatrie, comme c'est une spécialité qui englobe tous les aspects de la personne âgée, on est obligé d'être bon dans tous les domaines. Voilà. On est obligé d'être bon en nutrition, on est obligé d'être bon en cardiologie, en pneumologie. Donc lorsqu'on fait la formation, on est obligé de parfois se rajouter d'autres diplômes encore pour avoir une meilleure prise en charge des personnes âgées. Voilà. En gériatrie, est-ce qu'il y a une autre condition pour être pris en charge là-bas ou c'est juste l'âge? Est-ce qu'il y a une autre condition à part l'âge? Alors, on va dire dans 90% des cas, c'est vraiment sur l'âge qu'on se base pour prendre les personnes. Et au Burkina Faso, ça commence à partir de 60 ans. Donc, pour être classé parmi les personnes âgées, il faut avoir au moins 60 ans. Mais il existe des situations exceptionnelles lorsque le malade est très affaibli. Par exemple, je prends quelqu'un qui a 50 ans, mais qui a un cancer, qui a fait un AVC, qui a des épilepsies. Quand c'est très lourd, on bascule en gériatrie pour prendre en charge. Ah d'accord, donc
est-ce que c'est systématique quand on arrive, quand on nous oriente en gériatrie, ou est-ce que vous demandez à être pris en charge en gériatrie pour qu'on vous prenne en charge? Alors, il faut dire qu'on est au début, la spécialité n'est pas trop connue, donc généralement, c'est des personnes qui vont soit venir d'elles-mêmes pour voir le gériatre, ou soit c'est mes confrères qui vont les orienter vers moi. Sinon, idéalement, c'est toujours mieux que chaque personne voit son médecin généraliste, et lorsqu'il est un peu embêté, il passe la main au gériatre, ou si c'est une personne qui est déjà d'un certain âge, on va dire aux alentours de 75 ans, là en ce moment d'emblée, ce serait mieux de voir le gériatre, ne serait-ce qu'une fois dans l'année pour baliser certaines choses. Voilà. Non, mais qu'est-ce que vous faites pour amener cette habitude-là à ce que les personnes âgées viennent directement en gériatrie au lieu d'aller juste en consultation généraliste? Alors, il faut faire des plaidoyers, il faut faire de la communication. Et justement, votre émission m'aide à faire ce plaidoyer-là. Donc, parce que c'est toute une éducation qu'il faut faire auprès de la population et même auprès de mes collègues médecins. Parce que comme j'ai dit, c'est une spécialité qui est nouvelle. Alors moi, j'ai commencé à me spécialiser en 2014. J'ai fini en 2017-2018. Quand je suis rentré, je suis jusqu'à présent seul gériatre pour le moment au Burkina. Donc il y a plein de domaines sur lesquels il faut que je travaille, sur lesquels je dois apporter l'information. Donc il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant. Donc s'ils ne sont pas au courant, ils ne viennent pas me voir. C'est ça le problème. Je vois. Mais vous êtes le seul, vous avez dit. Qu'est-ce que vous faites pour que ça soit une filière beaucoup plus prisée par les étudiants en médecine? Parce qu'on en a beaucoup au Burkina, mais vous avez dit que vous êtes le seul gériatre. Qu'est-ce que vous faites pour donner le goût aux étudiants? Déjà, on a la chance qu'on a commencé à donner des cours de gériatrie, parce que même la gériatrie, ce n'était pas enseigné à la fac ici. Les cours de gériatrie ont commencé à être enseignés, si je ne me trompe pas, depuis 2018 ou 2019, donc c'est assez récent. Donc moi j'ai été recruté comme enseignant à l'université pour justement promouvoir la spécialité que l'année dernière. Mais depuis lors, que ce soit pendant les soutenances, je propose par exemple des sujets de thèse en lien avec la gériatrie pour amener les étudiants à s'intéresser à la chose. Lorsqu'on donne le cours, on essaie de sensibiliser, de donner envie aux étudiants de se lancer dans la branche, etc. Donc, à chaque fois qu'on a l'occasion de discuter avec eux, on essaie de les sensibiliser, de les courtiser pour qu'ils viennent dans la spécialité de la gériatrie. Donc, on commence comme ça. Ça ne se limite pas qu'aux étudiants de médecine, même les étudiants en soins infirmiers. Je donne des cours là-bas. Donc, même là-bas, j'essaie de les encourager à s'orienter vers les soins pour la personne âgée. Il y a les émissions à la télé, les émissions, des podcasts que je fais, etc. Donc, j'essaie tant bien que mal de sensibiliser le maximum possible. Ok, d'accord. En gériatrie, on parle de ralentissement de vieillissement. Tout à fait. En quoi ça consiste? Moi, je m'intéresse un peu à ça. Alors, c'est très intéressant parce que c'est l'une des branches de la gériatrie qui m'a vraiment le plus intéressé. Parce que quand vous prenez un gériatre, on peut prendre un gériatre qui a une surspécialisation. C'est-à-dire qu'il a fait la gériatrie, mais dans la gériatrie, il s'est intéressé à un point plus poussé. Par exemple, vous allez avoir des cardio-gériatres. C'est des gériatres, mais qui vont faire plus de cardiologie que la personne âgée. Et vous allez avoir des gériatres qui vont s'occuper, par exemple, de la prévention du vieillissement. Ça veut dire ralentir le vieillissement. Vous allez voir, par exemple, dans la vie de tous les jours, vous pouvez rencontrer des personnes, si vous dites leur âge, ils vont vous dire, bon, moi j'ai 70 ans, quand vous le regardez, vous lui donnez 55 ans. Parce que tout simplement, il a bien vieilli, de telle sorte qu'il est plus jeune que son âge. Et en gériatrie, il y a toute une branche où on étudie comment le rendre accessible à tout le monde. Ça veut dire que, souvent je dis ça à mes patients, quelqu'un qui vient dès l'âge de 30 ans, il y a tout un programme de vie qu'il peut suivre pour ralentir son vieillissement de telle sorte qu'à 70 ans, il ait l'apparence de quelqu'un de 45 ans. Donc ça vous fait gagner 30 ans de vie, c'est tout à fait possible. C'est ça la prévention du vieillissement. D'accord. Donc c'est pas vrai en tant que tel ralentir, mais prévenir. Donc il faut venir déjà quand on est jeune. Quand on est jeune, et même quand on est vieux, c'est toujours possible. D'accord.
Voilà. Parce que lorsque vous prenez quelqu'un de 70 ans, s'il suit correctement le programme de prévention ou de ralentissement, on peut le faire gagner des capacités qu'il avait perdues. Voilà. Et parfois, ça c'est surtout aux États-Unis où ils sont vraiment à fond dedans, parce que, comme j'aime dire, eux ils ont beaucoup d'argent, ils ne veulent pas mourir laisser leur argent, donc ils ont misé dans tous les moyens qu'il faut pour ralentir le vieillissement. Et actuellement, on parle de rajeunissement. Avant, on disait ralentir le vieillissement, mais eux, ils sont arrivés à un stade où on parle de rajeunissement. C'est-à-dire tu prends quelqu'un d'âgé et tu réussis à le rajeunir comme il était avant. Et ça, c'est pas de la théorie, c'est déjà de la pratique. On le fait maintenant. Ok. Et à quel moment, à quel âge déjà on peut commencer un programme de prévention de vieillissement? De prévention. Alors, l'idéal, c'est de toujours commencer tôt. Et j'aime poser justement la question aux étudiants, je leur demande à quel âge vous pensez qu'on commence à vieillir? On commence à vieillir dès qu'on a fini la puberté. Donc aux alentours de la vingtaine, 24 ans, on a déjà fini de se développer. Donc qu'est-ce qui reste? C'est le vieillissement qui commence. Donc quelqu'un qui veut faire de la prévention, généralement c'est aux alentours de la trentaine qu'il faut commencer pour avoir le maximum de résultats. Sinon, quelqu'un qui vient à 50 ans, c'est possible. À 60 ans, c'est possible. On a même des exemples de personnes de 80 ans qui ont commencé une stimulation de prévention du vieillissement et qui ont rajeuni. C'est tout à fait possible. Mais le maximum, c'est quand on commence vraiment très tôt. Très tôt, ok. D'accord, mais j'aimerais savoir, est-ce que c'est donné? Parce que moi, je suis déjà intéressée. On dit que je fais plus vieille que mon âge, donc j'ai envie de vraiment rajeunir. Ça, c'est pas bien. Est-ce que c'est donné? Alors, c'est donné. Mais en fait, toute chose a un coût. Toute chose a un coût. Mais sauf que dans ce domaine-là, le coût, ça va pas être de l'argent. Ça va être de la volonté. Les gens pensent que tout, c'est de l'argent qu'il faut pour acheter les médicaments et autres. Mais on va se rendre compte que dans la prévention du vieillissement, c'est la volonté. Et c'est la chose la plus compliquée à avoir. C'est plus facile d'avoir 2-3 millions que d'avoir de la volonté. Voilà. Parce que si on vous dit, par exemple, il faut tous les jours vous réveiller à 5 heures, faire 3 km tous les jours, ne pas boire du thé avec 6 carreaux de sucre, c'est pas tout le monde qui va réussir à le faire. Ça donne à réfléchir. Voilà, c'est de la volonté qu'il faut et ça, c'est pas de l'argent. C'est très compliqué. La plupart des piliers de la longévité, comme j'aime le dire, il n'y a presque rien qui demande de l'argent. Presque rien. Hormis le volet nutritionnel. Parce qu'il y a un volet nutritionnel dans la prévention où il faut quand même manger des aliments sains et variés. C'est le seul endroit où on va vous demander peut-être de l'argent. Mais tout le reste, c'est que de la volonté, une habitude de vie qu'il faut avoir. Ok, d'accord. Mais est-ce que déjà, on peut, de son propre chef, à son propre niveau, avoir des habitudes qui vont favoriser la prévention de vieillissement? Tout à fait. C'est tout à fait possible. D'accord, lesquelles? De manière très simple, déjà il y a la nutrition. Ça c'est le premier des piliers. Il faut savoir manger. Il faut, alors il y a un adage simple qui dit, il faut manger comme un roi le matin, comme un prince à midi et comme un mendiant le soir. Et on voit que nous, notre habitude c'est quoi? On mange pas le petit déjeuner, à midi on grignote un peu et puis le soir on se rattrape. C'est ça. C'est complètement l'inverse. Et on s'étonne d'avoir des problèmes de santé. Parce que tout simplement, on ne sait même pas manger. Déjà, la base, savoir manger, c'est toute une éducation. On ne rentre pas dans qu'est-ce qu'il faut manger, à quelle heure. Donc, vous voyez, rien que la nutrition, il y a déjà du boulot à faire. Avoir une activité physique régulière. La plupart des gens sont devenus sédentaires. On demande à quelqu'un d'aller à la boutique, soit il envoie l'enfant, ou soit il y va avec la moto. Donc la sédentarité, c'est déjà un des problèmes. Donc activité physique régulière et tous les jours. Souvent, il y a des patients qui nous disent, mais il faut faire le sport combien de fois? Est-ce qu'il faut faire 3 fois? Il faut faire 2 fois? Moi, je leur demande, vous mangez combien de fois par semaine? Ils me disent tous les jours. Ben, le sport, c'est tous les jours. C'est pareil. Il y a aussi, pour ne pas faire long, il y a le sommeil. La durée de sommeil est automatiquement liée à votre santé, à votre longévité. Tous ceux qui vont dormir en gros moins de 6 heures, c'est très mauvais. Vous allez avoir un fonctionnement de quelqu'un qui a 40 ans, voire 50 ans. Rien que parce que vous avez des heures de sommeil réduites. Voilà.
Donc, alors que la plupart des gens, surtout dans les villes, on s'est rendu compte que la durée de sommeil s'est rétrécie d'année en année. Surtout quand on a rajouté maintenant les téléphones portables, la connexion. Quand les gens rentrent se coucher de 22 heures à 1 heure, ils sont sur le téléphone ou bien sur les séries, etc. Et on se retrouve avec grand maximum 6 heures de sommeil, alors qu'on devrait être à 8 heures de sommeil. Alors que le manque de sommeil, c'est reconnu pour donner le diabète, l'obésité, les troubles de l'attention, la dépression et même le cancer. Rien que parce que vous avez réduit votre temps de sommeil. Donc il y a plein de petites choses comme ça. Si c'est bien fait, si on montre comment il faut le faire correctement, ben, on augmente l'espérance de vie. Et même on rajeunit pour certains. Ok. Voilà. D'accord. On a dit tout à l'heure que la gériatrie n'est pas une filière très connue, une branche très connue de la médecine. Mais est-ce que le service est fréquenté depuis que vous êtes là, vous exercez? Est-ce que le service est fréquenté? Alors, sur la question de l'offre de soins en gériatrie, il faut savoir qu'au Burkina, d'abord, en 2023, on n'a pas encore de service de gériatrie. Voilà. C'est l'une des premières difficultés. On n'a pas de service pour hospitaliser les patients âgés, pour faire de la promotion, etc. On n'en a pas. Il y a un centre qui est en construction à Somgandeng, mais qui est en construction, qui n'est pas encore terminé. On espère qu'il sera disponible, on l'espère peut-être pour 2024, mais pour le moment, on n'a pas. Et dans les autres hôpitaux, on n'a pas de service aussi construit de gériatrie. Donc ça fait qu'actuellement, une personne qui a besoin de consulter un gériatre, il ne peut pas avoir de service d'hospitalisation. Voilà. C'est uniquement des consultations que je fais qui peuvent bénéficier. Ok. Donc vous avez un cabinet où on peut venir consulter? Voilà, c'est ça. D'accord. On dit souvent que quand on vieillit, on devient comme un enfant. Et on constate souvent en pédiatrie qu'il y a des médecins qui prévoient des sucettes, des jouets, histoire de déstresser l'enfant quand il vient en consultation. Quelle est votre habitude à vous pour les patients que vous recevez? C'est vrai que c'est un bel amalgame. On compare justement, on dit que les deux extrémités de la vie se rejoignent. Que ce soit lorsqu'on est enfant ou lorsqu'on est une personne âgée. C'est vrai que ça se ressemble. Mais on va dire que j'essaie de détendre l'atmosphère, pas avec des jeux, mais avec parfois des plaisanteries. Et ça dépend de comment le patient vient. Il y a des patients qui vont venir, souvent c'est les patients même qui me font la blague parce qu'ils me disent que on s'attendait à voir un vieux. Parce qu'on se dit que le médecin des vieux est forcément lui-même vieux et quand il voit une personne jeune, on dit bon. Et généralement sur cette blague-là, on commence déjà à rentrer dans la discussion, à détendre un peu l'atmosphère. Donc parfois ça va être comme ça, ou bien le patient va me donner son âge et très souvent je dis bon, vous faites plus jeune que votre âge, ils sont contents, ils sont plus détendus, etc. Donc ils sont plus à l'écoute et tout ce qu'on dit, ils retiennent. Voilà, donc souvent on détend l'atmosphère justement en les remettant au centre en fait de l'attention. Parce que lorsqu'on est une personne âgée, généralement on est un peu oublié par la société et même par la famille. Justement, j'allais revenir là-dessus. Vous êtes jeune, mais vous avez décidé de vous spécialiser, de prendre soin des personnes âgées. Pourquoi? C'est pas très commun. Généralement, quand on est jeune, on se dit les vieux, ils peuvent rester au village, mais à la maison, nous, on fait notre vie parce qu'ils ont vécu. Vous avez décidé de vous occuper d'eux, d'en faire une profession, de vous occuper d'eux. Pourquoi? Parce que, tout simplement, vous savez, la gériatrie, ça demande certaines qualités pour être gériatre. Il faut être quelqu'un de très patient et de quelqu'un de très empathique. Parce qu'une personne âgée, souvent je dis ça à mes collègues, le temps entre le fait qu'il est dans la salle d'attente et qu'il va rentrer dans ton bureau, parfois c'est 3, 4, 5 minutes, attendre parce qu'il est là. Une personne jeune, dès que vous ouvrez, il rentre, en 10 minutes, 15 minutes, tout est fini, mais la personne âgée, elle prend son temps. Donc si vous n'avez pas cette qualité-là déjà, vous n'allez jamais faire la gériatrie. Voilà. Donc, moi, c'est ma nature de prendre mon temps et il y a une période de ma vie où j'ai été élevé par ma grand-mère et les personnes âgées, j'aime bien. Voilà. C'est une autre vision de la vie en fait que l'on a lorsqu'on les côtoie. Donc c'est ce qui m'a naturellement amené à le faire. Et je me suis dit, si je fais ça, je pourrais m'occuper de ma grand-mère, je pourrais m'occuper de mes parents. Voilà.
C'est un peu tout ça qui m'a amené aussi dans la gériatrie. Ah, ok. D'accord, mais quelle est la relation que vous entretenez avec vos patients? Alors, la relation, il faut justement, c'est une bonne question parce qu'il faut savoir garder les distances sans être trop éloigné. Parce que les personnes âgées ont tendance à s'attacher parce que comme ils sont le plus souvent seuls, la première personne qui vont leur accorder de l'attention, ils vont s'attacher. C'est ça. Voilà. Donc, il faut savoir rester humain, leur montrer cette affection que l'on a, mais savoir laisser des limites aussi parce que on est toujours, il faut savoir que le médecin reste toujours une personne étrangère à la famille. Donc, tu ne dois pas rentrer dans une famille et prendre la place de ses enfants. Oui. Voilà. Parce que souvent, les enfants, ils n'ont pas le temps, ils travaillent. Donc, toi qui as le temps de venir leur rendre visite, de venir t'en occuper, demander comment ça va, le risque, c'est que la personne âgée commence à toi te préférer par rapport à ses propres enfants. C'est ça. Donc, il faut savoir rester empathique, mais savoir s'éclipser quand il faut pour que la famille joue son rôle. Donc, c'est un petit jeu d'équilibriste qu'il faut avoir parce que parfois, si on n'est pas assez proche, les personnes âgées ne se libèrent pas, ils ne disent pas ce qu'ils ont vraiment dans le cœur. Mais si on est trop proche aussi, bon, ils vont vous accaparer, ça devient autre chose. Donc c'est un jeu d'équilibriste qu'il faut avoir. Et comment vous faites alors pour que les enfants puissent compenser ce manque-là? Parce que comme vous le dites, il y en a qui ne sont pas trop proches de leurs enfants et avec l'affection, ça sera compliqué. Comment vous faites pour que les enfants puissent s'intéresser plus à leurs parents ou à leurs grands-parents? Je conseille toujours du temps. On est tous occupés malheureusement dans la vie moderne, mais je leur demande toujours de ménager un temps qu'ils vont passer avec eux, faire des activités. C'est comme avec les enfants. Les enfants, ils demandent quoi? C'est juste de l'attention. Un enfant ne va jamais retenir les cadeaux que vous lui avez donnés quand il était petit. Il va retenir que le temps que vous avez passé avec eux. C'est la même chose avec les personnes âgées. Souvent, ce qu'on a, le fils va payer les médicaments, il paye les examens, mais après, il part au boulot. La personne âgée a besoin que son enfant reste avec lui et qu'il puisse discuter, qu'il puisse échanger. Donc souvent, je suis obligé de rappeler la famille pour leur dire, par exemple, votre mère, elle est hypertendue, elle a un peu de diabète, mais elle est seule. Et l'isolement, c'est très, très, très grave pour la personne âgée. Ouais. Il faut que vous ménagez du temps pour être avec elle. Donc, c'est des conseils comme ça pour leur demander, bon, trouvez une astuce ou bien rappelez-vous des moments que vous passiez enfant quand vous étiez ensemble. Essayez de refaire la même chose, même si c'est une fois par semaine, c'est déjà beaucoup pour elle. Donc, parfois, on essaie de... Et c'est ça, la gériatrie, on ne s'occupe pas que de la personne malade, on s'occupe de l'entourage. Donc, souvent, lorsque je fais une consultation avec eux, je demande toujours qu'il y ait un membre de la famille à côté. Pour qu'on puisse donner les informations, pour que je vérifie que la personne âgée ne soit pas seule. Est-ce que vous avez, je ne sais pas, une association ou quelque chose qui s'occupe des personnes âgées? Parce que c'est un grand travail derrière. Oui. Donc, forcément, vous ne pouvez pas tout faire seul. Est-ce que vous avez une équipe qui vous aide à faire cela ou bien une association Pour le moment, je dirais non. Parce qu'on est vraiment au début de cette aventure de gériatrie. Il faut dire que, bon, fort heureusement, je connais des étudiants en médecine qui ont été vraiment sensibles à la question de la personne âgée et qui ont pris sur eux de créer une association où je suis leur personne ressource pour les accompagner. On est vraiment là, c'est vraiment au début, on est dans la rédaction des textes, etc. Et je pense que très bientôt, on pourra commencer les activités de sensibilisation, de soins à domicile, proches des personnes âgées, parce que ce n'est pas toutes les personnes âgées qui peuvent se déplacer. Donc, ces associations-là qui vont être mises en place pourront se rapprocher plus des personnes âgées. Mais il faut dire que c'est un terrain qui est vierge et il y a plein de choses à faire. D'accord. Vous avez fait votre spécialisation en France et j'imagine bien que ça n'a pas été tout rose. Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez fait face au cours de votre formation? Alors, les difficultés, paradoxalement, ont commencé même au Burkina avant que j'aille en France. D'accord. Parce qu'à l'époque, lorsque j'ai dû m'inscrire pour la formation, j'ai dû le faire à mes propres frais. Okay. C'était une époque où je n'avais pas suffisamment d'argent pour moi. Je me rappelle que j'ai tapé à toutes les portes pour demander une bourse pour pouvoir me spécialiser.
Je me rappelle que je suis même allé à la présidence pour demander l'aide de la première dame à son époque. J'ai pas eu de réponse favorable. Je suis allé au ministère de la Santé qui offrait des bourses de spécialisation. J'ai pas eu de réponse favorable. Donc j'étais obligé de financer ma première année. Il faut dire que la formation au début, elle était faite en ligne parce que comme c'est une spécialisation qui n'existait pas en Afrique de l'Ouest, la première promotion n'avait qu'une formation en ligne, on n'avait pas de terrain de stage. Donc j'ai commencé ma première année en ligne, je l'ai payé de mes propres frais et ce n'est que la deuxième année que j'ai eu la chance, le professeur Cissé qui était directeur de la faculté de médecine qui m'a écouté, qui m'a entendu et qui a tout fait pour que je puisse avoir une bourse. Et c'est comme ça que j'ai pu aller en France maintenant pour faire ma spécialisation avec un terrain de stage. Et je me rappelle qu'à l'époque, lorsque j'allais pour demander la bourse, les gens me disent « mais gériatrie, c'est quoi ?» Je dis que c'est les personnes âgées. On me dit « mais il n'y a même pas de personnes âgées ici au Burkina. Si c'était la cardiologie, on t'aurait donné la bourse tout de suite, mais ton truc là, mais c'est quoi ?» Voilà, donc dès le début, même ici on dit que personne n'est prophète chez soi, je l'ai tout de suite vécu. C'était vraiment une réticence même pour me donner la bourse pour que je puisse le faire. Mais bon, finalement j'ai pu quand même aller en France. Mais je dois dire que les choses se sont quand même bien passées. Parce qu'arrivant en France, c'est vrai que tu viens d'arriver dans un pays technologiquement qui est supérieur au tien, il faut que tu puisses t'adapter, etc. Mais j'ai eu la chance d'être vraiment dans une équipe qui a su m'intégrer très rapidement et qui m'ont très vite donné des responsabilités. C'est comme ça que l'on apprend en fait. C'est vraiment quand tu es au pied du mur que tu apprends le plus. Donc ça s'est passé comme ça. Et comme c'est un pays où il y a beaucoup plus de personnes âgées, donc il y avait beaucoup plus de cas, il y avait eu des moments où on avait suffisamment de patients pour apprendre, pour se perfectionner. Et c'est comme ça aussi que là-bas, j'ai fait une pléthore de diplômes pour avoir plusieurs spécialités pour m'aider à mieux soigner. Donc moi, je retiens en tout cas du passage en France les meilleurs moments de ma formation parce que j'ai énormément appris. J'ai énormément appris et puis c'est plutôt le retour au pays qui a été un peu plus difficile parce que bon, s'intégrer dans un système qui ne t'a pas vu, qui ne t'a pas formé, c'est toujours difficile. Mais comment ça s'est fait? J'allais justement venir parce que au départ, on n'avait pas eu confiance en vous, à la filière que vous voulez faire. Vous êtes revenu avec les qualités, les compétences nécessaires. Comment est-ce que l'intégration s'est faite? Alors, l'intégration, ça a été difficile. Il faut dire que ça a été difficile. C'était pendant 2 années, hein, j'ai essayé de m'intégrer. C'était déjà, j'étais pas encore... j'avais pas eu un poste d'abord à la fonction publique, donc il fallait batailler pour qu'on reconnaisse déjà la spécialisation, etc. Donc tout ce qui est administratif, ça a pris des années. Même entre collègues, on ne te connaît pas. Généralement, quand tu te spécialises au pays, bon, les gens te connaissent. Oui. Mais quand tu pars à l'extérieur, quand tu fais 5 ans et que tu reviens, bon, on dit, toi, tu es qui? Tu as fait quoi? En plus, c'est une spécialisation qu'on ne connaît pas. Donc, les gens te regardent de loin. Ils ne sont pas forcément contre toi, mais bon, on te regarde. Comme la peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu, voilà, on te regarde. En plus, tu dis que toi, tu as une spécialité où tu touches à tout. Bon, tu te dis, bah, ça ne doit pas exister quelqu'un qui connaît tout, quoi. Voilà. Donc, il y avait ces petites réticences-là au début. Mais fort heureusement, il y a quand même eu des professeurs qui m'ont pris sous leur aile pour m'encourager, me soutenir, parce que ça n'a pas été facile au début, me donner une place, réussir à me faire intégrer dans l'hôpital. Et c'est comme ça que, bon, de plus en plus, les gens appellent « Ah, il paraît qu'il y a un gériatre chez vous. Bon, on a un petit problème, est-ce que vous pouvez le dire de venir ?» C'est comme ça que, de fil en aiguille, les choses ont commencé maintenant à aller. Voilà. Mais il faut dire que, bon, et je pense que c'est vrai pour toutes les autres spécialités, même pas médicales, mais lorsqu'on allait à l'extérieur se former, lorsqu'on revient, les premières années sont toujours compliquées. Mais si on tient bon, ça passe. Mais docteur, quand vous regardez votre parcours, l'objectif pour lequel vous avez décidé de faire la gériatrie, et là où vous en êtes, est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez pu accomplir? Donc ça, c'est un bilan que vous demandez, un bilan mi-parcours. Oui, à mi-parcours. Je vais dire que, alors, si vous m'auriez posé la question il y a peut-être
1 an ou 2, je vous dirais que je suis complètement déçu, je vais repartir. Ok. Parce que ça n'a pas été facile vraiment le retour. Mais là, il faut dire que je commence à avoir espoir. Je commence à avoir espoir parce que ce n'est que maintenant que les choses commencent à se mettre en place. Parce que moi, j'avais voulu faire la gériatrie, mais j'avais voulu aussi faire de l'enseignement pour justement promouvoir en fait la gériatrie. J'ai eu la chance d'être recruté comme assistant-chercheur à l'université. Donc, c'était aussi un des rêves que j'avais, c'était de pouvoir enseigner. Donc, ça, c'est concrétisé. Le côté purement médical dans les services, bon, j'ai dit qu'il y a le centre de gériatrie qui est en construction, donc ça va être bientôt le cas. Donc, les choses commencent maintenant à se concrétiser. Donc, je peux dire que je suis satisfait. Voilà. Maintenant, je peux même dire que j'ai même beaucoup plus de travail que je ne peux gérer. Voilà. Donc là, je peux dire que ça va. Ok, d'accord. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez un coup de cœur ou un coup de gueule concernant peut-être votre branche ou peut-être n'importe quelle branche de la médecine? Un coup de cœur ou un coup de gueule? Un coup de cœur ou un coup de gueule? Ou les deux, c'est possible? Oui, les deux, allez-y, il n'y a pas de souci. Alors, le coup de cœur, franchement, lorsqu'on fait de la gériatrie, et ça, j'aime taquiner mes collègues, je dis, la chance que j'ai d'être proche des personnes âgées me permet de rapidement avoir la même sagesse qu'eux. Je ne suis pas obligé d'attendre 80 ans pour avoir la même sagesse qu'eux, parce que quand on est en contact avec eux, ils vous transmettent le savoir qu'ils ont chèrement acquis. Oui. Voilà. Et l'un des coups de cœur que j'ai eu, en tout cas dans ma pratique, c'était le cas d'un couple dont la femme était gravement malade, elle était en train de mourir. Le monsieur qui était à son chevet, et on a dû, parce qu'elle était tellement malade qu'on ne pouvait pas la laisser à la maison, on était obligé de faire ce qu'on appelle des soins palliatifs à l'hôpital pour l'accompagner, pour qu'elle parte paisiblement. Okay. Et son mari, qui était complètement désemparé, il ne savait pas quoi faire. Alors, on l'a vraiment pris à part, on l'a expliqué ce qui allait se passer, ce qu'on pouvait mettre en place pour que sa femme ne souffre pas, etc. Et qu'il puisse se dire au revoir. Et sincèrement, lorsque l'on voit, en tout cas lorsqu'on a la chance dans sa vie de voir des couples aussi âgés qui restent toujours unis, on a la chance de voir ce qu'on appelle le vrai amour. Franchement, nous, ça nous a touchés parce que la manière dont ils se sont dit au revoir et que son épouse s'en est allée, ça nous a vraiment touchés et ça nous a donné encore plus de foi en ce qu'on faisait. Parce qu'on s'est dit, on ne fait pas que soigner des maladies, mais on donne du bonheur, de la joie vraiment à des personnes. Donc franchement, nous, tout le service avait presque les larmes aux yeux lorsqu'on a assisté à ça. C'était vraiment magnifique et je pense que dans toutes les spécialités, il y a des bons moments. Mais en gériatrie, il y en a aussi. Souvent, les gens se disent, bon, gériatrie, c'est les personnes âgées, bon, ils vont tous mourir, ça ne sert pas de s'embêter, mais non. Il y a toujours des vraies leçons de vie que l'on apprend. Donc moi, ça m'a vraiment touché, ça me donne encore plus envie de continuer dans la gériatrie. Ouais. Ça, c'était pour le coup de cœur qui, en tout cas, m'a fait beaucoup plaisir. Maintenant, mon coup de gueule, ça va être aux patients. Et aux patients, je vais dire, africains. Je trouve qu'on donne très peu d'importance à notre santé. Une personne va plus s'occuper de sa moto, de sa voiture, que de son propre corps. Alors que la seule chose que l'on a sur Terre, c'est notre corps et rien d'autre. Notre téléphone, on peut nous le voler, la voiture, elle peut avoir un accident, on peut tout perdre. La seule chose que l'on a, c'est notre corps. Et les gens mettent très peu de soins à s'occuper d'eux. Et ça, c'est quelque chose que je commence à avoir du mal à accepter. Parce que autant, par exemple, en Europe, lorsque vous faites une prescription à un patient, il le suit à la lettre. Vous lui dites, bon, il faut faire ça, c'est suivi à la lettre. Mais ici, tu as l'impression que le médecin, il raconte sa vie, et puis le patient l'écoute, et puis ensuite, il sort pour faire autre chose. Et malheureusement, très souvent, on tombe sur des pathologies qu'on aurait pu soigner, mais comme on ne nous écoute pas, comme on ne met pas les choses en place, tu revois le patient 1 an après, 2 ans après, c'est trop tard, on ne peut rien faire. Et ça fait vraiment mal de voir quelqu'un que tu aurais pu sauver, juste par négligence, qui va mourir. Et ça arrive malheureusement trop souvent.
Voilà. On est à la fin de l'émission. Ok. Donc, je vais demander votre mot de fin. Alors, mon mot de fin, ce que je peux souhaiter à tout le monde, et c'est aussi un conseil, on prépare sa fin de vie dès maintenant. Il ne faut pas attendre d'avoir la retraite, parce que beaucoup de personnes font cette erreur-là. À la retraite, je vais m'occuper de faire ci. Quand j'aurai le temps, je vais faire ça. On n'a jamais le temps. Il faut retenir ça. On n'a jamais le temps, on prend le temps. Il faut avoir des priorités dans sa vie. Est-ce que c'est ton travail qui est ta priorité? C'est ta famille ta priorité? C'est toi la priorité? Il faut que chaque personne sache mettre sa priorité dès le début. Et si on ne le fait pas, on se retrouve au soir de sa vie le plus malheureux possible. Voilà. Merci docteur de vous être prêté à nos questions. Merci à vous. Ce fut un plaisir de vous avoir sur notre plateau. On a beaucoup appris de vous et sur la gériatrie. C'est un plaisir. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. Si vous êtes nouveau sur notre plateforme, n'oubliez pas de vous abonner afin de ne rater aucune de nos publications. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro de You Speak Up. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.